l'évangélisme. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Enfin, on continue à se voir en réel. Ça, c'est quand même, je dirais, un grand progrès par rapport à encore à quelques semaines. J'ai l'impression qu'on a envie de nous casser encore un petit peu l'ambiance, mais j'espère pas, bien entendu. Alors, évidemment, je vais pas vous voiler la vérité. Je vais vous dire effectivement la vérité, mais bien sûr avec une nature optimiste. Je suis de nature optimiste, bien entendu, mais je pense qu'on doit aussi être réaliste. Donc, c'est ça le vrai enjeu. Ce qui est dangereux, c'est quand on se voile la face. Voilà, on est masqué, donc c'est déjà le cas, on va dire, mais justement pour refuser de voir la réalité en face, et à ce moment-là, on fait des erreurs stratégiques. Mais si on voit la réalité en face, qui n'est pas toujours facile, effectivement, à dire, notamment sur les marchés, sur l'économie, etc., mais qu'on réagit en conséquence, alors là, on a des grandes chances de gagner. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que les crises sont toujours des phases d'opportunité. C'est vrai que le secteur du tourisme, de l'hôtellerie a souffert, évidemment, et continue de souffrir, bien entendu, mais néanmoins, sur le moyen terme, cette crise restera une phase d'opportunité. Donc, c'est ce qu'on va voir effectivement ensemble. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais il y a tellement d'incertitudes, à quoi ça sert un économiste? Alors, vous savez pourquoi on a créé les économistes, hein? Pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Vous voyez, c'est par solidarité que nous sommes là, effectivement. Mais j'ai envie de dire, bien sûr, on doit s'engager, on doit essayer de faire des prévisions, mais ça ne doit pas rester qu'un discours d'économiste. Donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne vais pas que vous le dire, je vais aussi vous le montrer. Vous le montrer sur des graphiques. Des graphiques réalisés sans trucage, hein, je le dis à chaque fois parce que ça peut arriver parfois, et je vous laisserai bien sûr ces graphiques pour justement savoir dans quel monde nous allons demain. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui d'anticiper ce qui va se passer demain malgré les incertitudes, et donc d'où le titre, hein, Quel nouveau monde pour demain. Donc Reset, c'est mon dernier livre, donc il sera offert, donc si vous le souhaitez, je pourrais même après à la pause ou même avant vous faire une dédicace du livre, donc qui est offert pour vous tous et avec grand plaisir. Et donc, encore une fois, quelles sont les stratégies, les opportunités pour les entreprises et pour les investisseurs que vous êtes. Alors voilà le programme très rapidement. On va commencer par voir quand même ce que j'appelle ce 2020, cette enfoirée. Bon, excusez-moi, on s'amuse comme on peut hein, quand on est économiste. Hein. C'est vrai qu'on a eu une année catastrophique, donc voir déjà d'où nous partons pour voir où nous allons. Quelle sera la reprise en 2021, en 2022, comment peut-on tabler effectivement cette reprise, avec bien sûr des inquiétudes, et notamment une des grandes inquiétudes avant Omicron, là, qui vient d'arriver, c'est l'inflation, qui est en train de revenir, et ce qui était tout à fait prévisible. Là aussi, beaucoup ont laissé croire qu'il n'y aurait jamais d'inflation, qu'elle était définitivement morte. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent en début 2021, j'ai dit attention, l'inflation est là, parce qu'il y a eu trop justement d'injections de liquidités, trop de planches à billets. Donc comment on sort de cette crise inflationniste? Évidemment, on le verra comment. Et puis, bien sûr, l'autre grande question, c'est les dettes publiques. Alors là, c'est assez incroyable, on a l'impression que toutes ces dettes vont disparaître. On nous dit, voilà, on s'endette, ça flambe, et on n'aura pas remboursé. Allez, les PGE, pareil. Bon, c'est quand même un petit peu bizarre tout ça. Je veux dire, même si on est dans un nouveau monde, il y a quand même des règles de base de l'économie qui ne vont pas forcément changer. Donc là aussi, arrêtons le déni de réalité. Et donc c'est clair qu'on a un grand risque pour nous, les investisseurs, hein, je me mets avec vous, en termes effectivement de remontée des taux d'intérêt, parce qu'ils sont aujourd'hui artificiellement bas. C'est une sorte de magie de cette pandémie. C'est-à-dire que plus la dette publique augmente, plus le taux d'intérêt des dettes publiques baisse. Oui, c'est-à-dire on a même un taux d'intérêt négatif, comme vous le savez certainement, sur la dette publique française. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez prêter à la France, à l'État français, qui a une dette publique de près de 120% du PIB, quand même énorme, il faut payer. C'est quand même assez incroyable. Alors je sais qu'on aime beaucoup la France, mais quand même. Alors moi j'aime bien titiller un petit peu vous-même, c'est-à-dire les investisseurs, notamment américains, parce que vous aussi, ils achètent cette dette publique. Je leur dis, mais pourquoi vous achetez cette dette publique française? Vous êtes sûr de perdre. Les taux d'intérêt sont négatifs. Donc vous êtes sûr de perdre. C'est ce qu'ils me répondent. Oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. Donc, comme stratégie d'investissement, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas génial. Donc, ça veut dire que ça montre également dans quel contexte nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prêt à perdre de l'argent, être sûr de perdre, plutôt que de prendre des risques. D'oser, innover, investir. Et ça, je pense que c'est le plus beau de notre métier. C'est-à-dire, l'investissement doit justement passer par, effectivement, la prise de risque. Si on est sûr de perdre, quel est l'intérêt ? Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui est là, et puis je terminerai bien sûr avec des notes positives, comment sauver la France, comment sauver nos entreprises, quelle stratégie pour nos investissements, ça sera évidemment mon point de vue, mais on pourra bien sûr en discuter, et puis il y aura bien sûr ensuite un temps pour vos questions, enfin questions-réponses avec grand plaisir. Alors vous l'avez compris, je suis très bavard, j'ai plein de trucs à vous dire, donc on va commencer tout de suite avec un premier graphique justement qui rappelle que ces crises sont des phases d'opportunité. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? C'est très simple, vous le connaissez certainement, c'est ici, la courbe bleue c'est le Dow Jones, la courbe rouge c'est le CAC 40. Donc je vous ai mis, vous voyez, juste depuis 2000, on voit bien, oui, toutes les catastrophes qu'on a traversées. Alors il y a eu tout type de catastrophes,
évidemment le crack Internet, le 11 septembre 2001, le SRAS, la guerre en Irak, etc., la crise des subprimes, bien entendu, et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, on nous dit toujours c'est la fin du système, et à chaque fois, on s'en remet. Hein, comme disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Mais alors on n'aura pas le temps de tout voir, bien sûr, mais si on revient simplement sur cette crise des subprimes, j'aime bien juste m'arrêter 5 minutes. Alors vous la connaissez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut rappeler qu'en économie, comme vous le savez, hein, ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Donc ça veut dire qu'il évolue avec le temps. Donc ce qui veut dire qu'on peut évidemment changer, mais néanmoins il y a des règles qui restent. Et une des règles déterminantes qui reste toujours, c'est la suivante, que vous connaissez certainement, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. C'est-à-dire, si je veux un rendement élevé, je dois prendre des risques. Si je ne veux pas prendre des risques, ce qui peut se justifier, je dois me contenter de rendements faibles. Voilà. Si on raisonne comme ça, je pense qu'on n'aura pas trop de surprises dans sa vie. Le problème, c'est que la nature humaine est ainsi faite qu'on veut constamment changer cette règle. C'est-à-dire, moi ça m'arrive toutes les semaines, on dit, soit vous n'avez pas un bon plan là où je peux investir assez rapidement, mais bon, sans risque, hein, bien entendu. Hein. Ben non, ça n'existe pas. Alors c'est un délit d'initié, évidemment, ça c'est du pénal, donc c'est très dangereux. Et donc, la crise des subprimes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais quand même, on a donc ces dettes subprimes, donc ces dettes créées par Bill Clinton dans les années 90, ce n'est pas du tout un spéculateur qui les a créées, qui ont été ensuite titrisées, donc on en a transformé en des titres, qui étaient notés à l'époque, rappelez-vous, AAA par les agences de notation. D'ailleurs, AAA, à l'époque, ne savait pas ce que c'était. Le grand public croyait que c'était l'andouillette. D'ailleurs, pour les connaisseurs, c'est 5A l'andouillette, hein, ceux qui se connaissent dans la salle. Et donc, AAA, ça veut dire sans risque. Donc, on avait des dettes extrêmement dangereuses, basées sur des crédits octroyés à des ménages non solvables, qui étaient donc notés par les agences de notation AAA, sans risque, parce qu'il y avait des modèles mathématiques extrêmement puissants. Donc, on avait l'impression que tout était sous contrôle. Alors, sans rentrer dans le détail, c'était une loi de Gauss, hein, vous savez, vous connaissez la loi normale, la loi de Gauss. Au milieu, tout va bien, puis sur les côtés, tout explose. Ben, c'est exactement ce qui s'est produit. Et donc, tout l'enjeu est là, c'est que quand les dettes subprimes, effectivement, quand les subprimes ont fait faillite, parce que les taux d'intérêt ont augmenté, je ne rentre pas dans le détail, donc toutes ces dettes, ce n'est pas qu'elles baissaient de 20%, mais elles valaient zéro. Donc, c'est ça tout le problème. Et aujourd'hui, on est encore dans la même dynamique, c'est-à-dire que alors, il y a plusieurs produits, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, j'en parlerai, tout ce qui est crypto-monnaie, etc., où globalement, aujourd'hui, on me demande de faire des prévisions sur les crypto-monnaies. Je suis très honnête, je ne peux pas. C'est-à-dire que moi, pour faire des prévisions, il me faut un sous-bassement économique. Sur des actions, sur de l'immobilier, il y a un sous-bassement économique. Alors, il y a bien sûr de la spéculation, mais il y a quand même une réalité économique. Là, effectivement, sur les crypto-monnaies, il y en a aujourd'hui, c'est 14 000 crypto-monnaies. Donc, il y a 7 000 à peu près d'arnaques. Il y a quand même 7 000 plus ou moins vrais. C'est ce que je veux dire. Mais comment faire des prévisions sur, effectivement, du marketing, l'offre et la demande? Pour un économiste, c'est impossible, donc ne comptez pas sur moi pour le faire. Mais c'est vrai que ça donne encore une fois, on tombe dans le même piège. On se dit, mais c'est formidable. Moi-même, j'enrage, hein, parce que moi, les crypto-monnaies, le bitcoin, on en a proposé en 2010, 2011. Ça valait zéro. Et si j'avais mis 100 € à l'époque, bon. Donc on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais je ne pouvais pas parce que c'était contre ma nature. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'investir sur quelque chose que je maîtrise, où il y a une réalité économique derrière. Donc, peut-être que c'est l'avenir, hein, certainement, hein, mais néanmoins, ça reste un monde complètement, on va dire, en dehors de l'économie réelle. C'est-à-dire un monde qui n'est pas du tout légiféré. Et j'ai creusé dernièrement, j'ai été voir des investisseurs spécialisés dans les crypto-monnaies, et j'ai vu qu'il y avait des failles de marché. Ça veut dire que vous savez qu'aujourd'hui, comme les crypto-monnaies sont cotées sur plusieurs plateformes en même temps, hein, et qu'évidemment les marchés ne sont pas parfaits, eh bien vous avez la même crypto-monnaie qui peut valoir 100 sur une plateforme, 102, 110, 120 sur une autre plateforme au même moment. Donc il y a aujourd'hui des robots, c'est même plus des hommes, c'est des robots informatiques qui sont chargés d'identifier tous ces écarts de prix entre les différentes plateformes et de faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. C'est-à-dire vendre et acheter au même moment, donc sans risque. Et donc, j'ai vu ce fonds incroyable qui, juste en faisant ça l'année dernière, a gagné 100%. Juste sur de l'arbitrage. Vous voyez donc, et là, j'ai compris, je me suis dit, il y a tout simplement une faille de marché. Pour l'instant, les autorités ne veulent pas réglementer. Pourquoi? C'est un mystère. On ne sait pas, j'ai été voir la BCE, etc., la Réserve fédérale. Non, on ne réglemente pas, on laisse faire. Mais néanmoins, c'est clair qu'en attendant, ça marche. C'est comme les subprimes. Ça a été créé dans les années 90, ça a explosé en 2007-2008. Donc on a eu le temps de gagner. Donc tout le problème est de sortir avant que ça n'explose. Voilà. Donc
Mais vous, moi, je pense, en tant qu'investisseur, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des risques. Donc l'avantage de l'investissement dans effectivement l'hôtellerie, l'immobilier, c'est qu'il y a effectivement un actif qu'on voit, qu'on peut faire évoluer, qu'on peut faire vivre. Donc ça reste pour moi quand même une clé. Alors je sais que maintenant on nous parle, maintenant c'est même plus les crypto-monnaies, c'est, vous savez, le métaverse. Vous connaissez ça, c'est le monde virtuel. Alors on investit, on crée des hôtels mais dans un monde virtuel. Bon, ça fait quand même peur tout ça. Ce n'est pas le monde que nous voulons, je pense, pour demain. Mais tout ça est lié à cette pandémie. C'est-à-dire que cette pandémie, malheureusement, nous a éloignés du monde réel. Donc c'est là qui est extrêmement dangereux, c'est que justement on n'arrive plus à se reconnecter à la réalité. Et tous ces variants, tous ces blocages, ces confinements, malheureusement, nous éloignent de plus en plus de la réalité. On n'est plus dans un monde normal. Et donc, alors bien sûr, on le voit ici, là, si vous avez on prend le CAC 40, on reprend ce graphique, ça a remonté. Hein. Je vous rappelle qu'après 2009, ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais écrit un livre qui s'appelait Crack Boom et Demain. J'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer. Tout le monde croyait que c'était la fin du système. Non, ça a redémarré. Pourquoi ? Parce qu'on a fait effectivement de la relance. De la relance monétaire, de la relance budgétaire. Donc on a créé effectivement la planche à billets. Ça faisait des années qu'on n'avait pas utilisé. Donc ça a marché. Ça a tellement bien marché, regardez que, quelles que soient les crises, on ne les voit plus. Vous voyez, il y a eu la crise grecque, par exemple, la crise de la dette publique dans la zone euro, la crise chinoise, le Brexit, et bien entendu le coronavirus. Quoi qu'il arrive, rien ne se passe. Et là, quand même, on se souvient, il y a un peu plus d'un an maintenant, enfin, bientôt 2 ans, on a eu un krach boursier incroyable, et évidemment, on a redémarré. Donc on a retrouvé, bien sûr, sur le CAC 40, les 7000 points. Voilà, on les a atteints, parce qu'on ne les avait jamais atteints, finalement. C'est vrai que, alors c'était amusant, parce qu'en 99, à l'époque, j'avais fait une prévision, donc le CAC 40 était à 4006, j'avais dit à 7000 en 2000. Et on était à 6944. Vous voyez, donc après, évidemment, ça s'est effondré. On les a enfin touchés, je dirais, là, il y a quelques mois. Maintenant, ça rebaisse un petit peu, mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que bon, cette remontée, elle est, somme toute, peut-être logique, mais elle est due à quoi ? Elle est due au fait qu'on a aujourd'hui une planche à billets pléthorique, et là aussi, on est déconnecté de la réalité. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est qu'on s'est habitué à ce que j'appelle cette morphine des banques centrales. Donc on n'est plus dans un monde normal. Donc il faut vite que nous sortions, effectivement. Ça va arriver. Je ne peux pas vous le dater exactement parce que malheureusement on ne peut pas le savoir, mais on va sortir de cette pandémie. Et quand on va sortir de cette pandémie, on va retrouver un monde normal. Et ça, c'est bon pour nous. Parce que évidemment, ça fait peur à court terme. On se dit, voilà, un monde normal, ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter, les marchés boursiers vont baisser. Oui, mais au moins, on se reconnecte à la réalité. Donc pour nos investissements, notamment dans votre secteur d'activité, évidemment, c'est tout à fait positif. Donc voilà ce qui va se passer pour la suite. Alors, avant d'en arriver là, rapidement, on revient sur 2020, cet enfoiré comme je l'évoquais, avec donc cet effondrement du PIB mondial, vous voyez, moins 4% de baisse du PIB mondial. Alors que vous voyez, en 2009, par exemple, lors de la précédente crise, on avait fait seulement 0,1% de baisse du PIB mondial. Là, c'est la croissance mondiale. Alors je vous rappelle pour mémoire que de 80 à 2019, la croissance annuelle moyenne du monde, hors inflation bien sûr, c'est 3,5%. Donc l'année dernière, on a fait donc moins 4. Là, bien sûr, on va remonter cette année à plus de 5% de croissance. Alors là, quelques chiffres, on n'aura pas le temps de les commenter, mais vous les aurez tout à l'heure, vous les aurez tranquillement chez vous. Ouais, si je prends la France, moins 8% de baisse du PIB en 2020. Donc quand on dit on va faire plus 7 cette année, c'est un peu logique. Quand on touche le fond de la piscine, on rebondit. L'important, c'est de rester au-dessus de l'eau après. Donc tout l'enjeu est là, et il n'y a qu'un seul pays l'année dernière qui a connu une variation positive de son PIB, vous le voyez, c'est nos amis chinois. Bon, alors, je ne suis pas dans la théorie du complot, bien sûr, mais bon, si vous voulez, ça c'est une grande question. Cette crise, cette pandémie qui vient de Chine, finalement, aujourd'hui, le grand gagnant de cette crise, c'est quand même la Chine. On le verra tout à l'heure. Mais ça doit nous interpeller, ça aussi. Est-ce qu'on est prêt, nous, à affronter ce type de crise ? Donc, juste pour vous montrer quelques graphiques, pour voir que c'est bien historique, si je prends le cas de la France, par exemple, vous voyez là, c'est la variation du PIB annuel. Donc en bleu, c'est positif, en rouge, c'est négatif. Vous voyez qu'on a vraiment une chance formidable en France, c'est que la récession n'existe quasiment jamais. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a eu que 4 récessions. En 1975, donc le premier choc pétrolier, moins 1%, 93, moins 0,6, 2009, donc moins 2,9, et l'année dernière, moins 8. Vous voyez, donc là, évidemment, on va effectivement redémarrer, mais le problème, c'est qu'à quel prix ? C'est que la première conséquence de cette pandémie, ça a été le fameux « quoi qu'il en coûte ». C'est-à-dire que on s'est dit on va exploser la dette publique. C'est-à-dire avant on faisait des économies, on ne voulait pas faire les réformes des retraites, etc. pour 2 ou 3 milliards. Là, la dette publique française, en 2 ans, a augmenté de 450 milliards d'euros. Ça n'émeut personne. Mais les chiffres sont là. Et donc ça, c'était déjà à la fin 2020. Tout à l'heure, on verra fin 2021. Donc cette dette publique a effectivement explosé. Alors justement,
Est-ce que ça a marché? Oui. La bonne nouvelle, c'est que la reprise est là. On le va voir tout de suite. Là, on retrouve mon graphique sur la croissance mondiale. Cette année, on est à 5,2% de croissance mondiale. Alors attention, c'est que l'année prochaine, pour 2022, une fois que vous avez passé l'effet de rattrapage, on va revenir vers une croissance plus normale, qu'on appelle structurelle. La croissance structurelle, c'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Donc au niveau mondial, ça sera à peu près 3,5%, de croissance donc, mondiale l'année prochaine, mais pour la France, on va revenir vers 2%. Notre croissance structurelle étant à peu près de 1%. À l'intérieur dans le détail. Donc pour l'instant, effectivement, ça redémarre, donc, avec bien sûr ce variant qui vient d'arriver. Donc comment on fait des prévisions? C'est très simple, on a des indicateurs avancés. Donc là, par exemple, on prend la Chine ici, donc c'est le PIB chinois, c'est la courbe bleue, le glissement annuel du PIB chinois. Donc là, on voit la récession de 2020. Très vite, on a oublié la récession, on a redémarré sur une croissance très forte, et ensuite, ça ralentit. Ce qui compte, c'est maintenant les mois prochains. Donc là, on les indique ce qu'on appelle les indicateurs avancés des directeurs d'achat. Donc c'est du concret, ce n'est pas simplement, je dirais, un sentiment. Et donc, dans les services en vert, dans l'industrie en rouge, et on voit que ça redémarre. C'est-à-dire on reste sur une croissance chinoise qui sera autour des 9% cette année, et l'année prochaine autour des 6 à 7%. Ça ralentit, mais ça reste bon. La grande surprise qui est venue de Chine, c'est que, vous voyez, là, vous avez la variation du PIB chinois de 1980 à 2020. Vous voyez, c'est un chiffre assez incroyable. Hors inflation, 3340% d'augmentation. Ce n'est pas de la bourse, ce n'est pas du bitcoin, hein, c'est du PIB. C'est de la richesse hors inflation créée en Chine depuis les années 80. Donc, si on regarde ce qui se passait en Inde, par exemple, c'est même pas du 900, c'est du 900%. Donc, crise inclue, hein, c'est-à-dire avec, évidemment, la pandémie. États-Unis 173, France 84. Bon, on va dire c'est normal, on est un pays riche, alors que la Chine nous rattrape, c'est sûr. Mais néanmoins, on pouvait se dire, les arbres ne montent pas au ciel, donc cette pandémie, elle va casser la dynamique chinoise. Pas du tout. Ça continue. C'est-à-dire qu'il y a eu un à-coup, mais la croissance continue. Ce qui est complètement fou, c'est là qu'on va comprendre que la Chine, il ne faut pas du tout, effectivement, la prendre à la rigolade. Dans mon livre, tout à l'heure, vous le verrez, j'avais dit, dans ce reset, peut-être qu'on va essayer de sanctionner la Chine. On va leur introduire des normes sanitaires, des normes sociales, peut-être des droits de douane sur les produits chinois. On va essayer de limiter des achats chinois. Bon, c'était peut-être ce qu'on aurait pu faire. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que là, vous avez l'excédent commercial chinois. Regardez bien les chiffres. Donc, c'est les derniers chiffres disponibles au mois d'octobre dernier. On est à quasiment 700 milliards de dollars d'excédent commercial sur 12 mois. C'est du jamais vu. 700 milliards. Donc, c'est ça qui est quand même incroyable. On n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on consomme encore plus chinois que par le passé. Donc, tant mieux pour eux. Mais quand on me dit on va réindustrialiser, etc., est-ce que c'est déjà pas trop tard? On voit qu'aujourd'hui, au niveau des matières premières, par exemple, effectivement, la Chine a accumulé pas mal de matières premières. Et donc, dès qu'il y a des tensions, elle se sert en premier, puis après, nous, on passe derrière, ce qui fait une flambée des cours des matières premières. Vous voyez. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui est là. La grande gagnante de cette crise, pour l'instant, c'est la Chine. Et ce qui est complètement fou, c'est que la Chine est prête pour une nouvelle crise. Parce que l'économie, c'est comme ça, il y aura forcément des crises. Donc, aujourd'hui, en Chine, quel est le réservoir de croissance? C'est qu'on a plus de 3 000 milliards de dollars de réserves de change en stock à la Banque centrale chinoise. Ça veut dire demain, c'est l'équivalent du PIB allemand, si vous voulez. C'est-à-dire demain, j'ai une nouvelle crise qui arrive, un nouveau variant méchant ou ce que vous voulez. Nous, on n'a plus de cartouches. Toutes nos cartouches, on les a déjà utilisées. Et je l'ai dit à Bruno Le Maire, je n'ai pas été de lui dire pendant cette pandémie, parce qu'il nous a consulté quelques économistes, je dis Bruno, faites attention, vous dépensez trop, sans regarder. Gardez des cartouches pour la reprise, c'est-à-dire maintenant. Sauf que là, on n'en a plus. Alors je sais qu'on continue d'augmenter les déficits publics, et ça va finir par s'arrêter, parce que là, il y a un nouveau gouvernement allemand qui commence à dire « Nein ». Eh oui, parce que ça, on l'a oublié, on est dans la zone euro. Donc on peut pas, normalement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais pour l'instant, on continue. Donc par contre, la Chine, elle a encore 3 000 milliards de dollars de réserves de change. Si demain, il y a une crise, elle peut utiliser 1 000, 2 000 milliards, comme ça ne se voit pas, sans augmenter la dette. Donc, la Chine, elle est déjà la première puissance mondiale. Si on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, la Chine, c'était 2% du PIB mondial en 1980. Aujourd'hui, c'est 20%. Les États-Unis, c'est 16%. La zone euro, c'est 12%. Donc la Chine est déjà la première puissance mondiale. Il faut arrêter de se voiler la face. Donc tout l'enjeu est de se dire comment on fait
pour contrecarrer tout ça. Alors, j'ai une solution que je vous disais tout à l'heure, mais bon. Alors, rapidement, on regarde quand même les indicateurs avancés, maintenant, un peu partout aux États-Unis. Vous voyez, donc là, eux aussi, ça a plongé, ça a redémarré. Là, les perspectives d'activité sur le mois d'octobre, c'est pas mauvais pour la fin d'année, il y a quand même une bonne année. Alors, c'est évidemment avant le nouveau variant. Par contre, si on prend la zone euro, avant même le nouveau variant, parce qu'il vient d'arriver, on n'a pas encore dans les enquêtes, évidemment, on voit que ça commençait déjà à ralentir. Donc là, on voit que malgré pléthore de dettes publiques, de planches à billets, évidemment, la croissance, une fois qu'elle a redémarré, elle repart à la baisse. Avec notamment une vraie mauvaise surprise, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui, vous voyez, les indicateurs avancés ici en rouge et en vert, avant, encore une fois, le nouveau variant, ont déjà ralenti. Donc, comme vous savez, l'Allemagne, c'est 30% du PIB de la zone euro. Donc, si la locomotive n'est pas là, qui va tracter effectivement le reste de la zone? Alors, ça pourrait être nous les Français, mais nous aussi, ça ralentit. Vous voyez, malgré tout ça, malgré le quoi qu'il en coûte, bon, alors là, je pense qu'il y aura quand même des fêtes de fin d'année qui vont plutôt être bonnes, en espérant qu'ils ne vont pas nous bloquer encore, mais néanmoins, on a quand même un ralentissement. Pourquoi? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Rappelez-vous le concept de croissance structurelle. La croissance structurelle, c'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, le rythme de croisière de la croissance. Dans les années 90 à peu près, on avait le même. Aux États-Unis, c'était 2,5% de croissance par an, c'est pas mal, 2,5% en France. Aujourd'hui, c'est combien? C'est toujours 2,5% aux États-Unis, à peu près, donc toujours hors inflation, bien sûr. Mais en France, ce n'est plus que 0,9%. C'est-à-dire que notre croissance structurelle à nous, les Français, sans aide, sans problème, c'est 0,9%. La zone euro, c'est 1%. L'Allemagne, c'est 1,4%. Donc évidemment, vous avez eu la récession, vous remontez, ok, vous avez 7%, mais après vous repartez à la baisse. Donc mécaniquement, on a un ralentissement qui se généralise. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que là aussi, nous, la zone euro, on n'a toujours pas retrouvé notre PIB d'avant la crise. Vous voyez? Donc la crise, c'était donc premier trimestre 2020, donc on voit le PIB au quatrième trimestre 2019, toujours hors inflation. Donc les Chinois aujourd'hui, la courbe jaune, ils sont à 8,2% au-dessus. Les Américains, 1,4%. Nous, on est encore 0,5% en deçà. Donc vous voyez, malgré pléthore, encore une fois, de dette publique, de planches à billets, on n'a toujours pas retrouvé notre niveau de PIB. Nous aussi en France, alors on s'en rapproche, on n'en est pas loin. Vous voyez, on n'est plus qu'à 0,1%. Mais, vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, on a mis 450 milliards d'euros de dettes pour finalement être même pas encore au PIB de 2019. Donc, on a mis beaucoup de moyens. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il fallait laisser mourir les entreprises, etc., bien sûr. Mais tout le problème aujourd'hui est là, c'est que peut-être que justement, il fallait donner plus à certains secteurs d'activité, par exemple celui de l'hôtellerie ou du tourisme, qui a énormément souffert, et moins à d'autres. Parce qu'on a créé des phénomènes de passagers clandestins. Ce qu'on appelle les entreprises zombies, qui auraient dû disparaître, mais qui, grâce aux aides, n'ont pas disparu. Elles vont disparaître après, mais pour l'instant, elles sont toujours là. Sauf qu'elles ont pris des aides que d'autres auraient pu en bénéficier, alors qu'elles en avaient vraiment besoin. Vous voyez, ça, c'est une stratégie, une erreur stratégique qu'on va payer pendant des années, parce que les 450 milliards, ils sont partis. D'accord? Donc, voilà les prévisions pour 2021-2022. Donc la France, oui, cette année, ça va être bon, on va faire à peu près 7%. Et l'année prochaine, on va revenir vers 2,2%, si tout va bien. Et puis, 2023, on va revenir vers 1% de croissance. Voilà. Donc, ça, c'est le niveau, effectivement, structurel. Mais quand je dis ça, là aussi, si on se compare un peu partout, vous voyez que la zone euro sera aussi 2,5, 2,8 aux États-Unis. Donc, ça ralentit en 2022. Et ça, c'est plutôt positif, ça va limiter, effectivement, notamment les pressions inflationnistes. Alors, justement, avant d'en parler, quand même, il y a un grand problème. Parce que c'est vrai que j'ai une question qui me revient souvent, donc maintenant je l'intègre directement dans ma présentation, parce qu'on me dit toujours, c'est toi, écoutez, arrêtez avec votre croissance. Parce que c'est fini la croissance. Vous allez détruire le monde avec votre croissance. Donc il faut arrêter de croître. Donc on a le nouveau concept, enfin ça fait quelques années maintenant, qu'on appelle la décroissance. Donc c'est vrai que si on réfléchit bien, on se dit, bah oui, la Terre est ronde. Bon, ça on n'y peut rien. Je sais qu'il y en a qui croient qu'elle est plate encore, mais bon, non, elle est vraiment ronde a priori. Donc la Terre est ronde, donc on vit dans un monde fini. Donc la croissance infinie dans un monde fini, techniquement, c'est pas possible. C'est vrai. À la fin, ça explose. Donc on vous dit décroissance. Bon, pourquoi pas, mais le problème, c'est que la décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire baisse du niveau de vie, baisse du niveau de PIB. D'accord? Donc il faut être prêt à supporter ça. Regarde, nous, on peut dire, bon, nous, on est des pays riches, pourquoi pas? Mais les pays pauvres, qu'est-ce qu'on va leur dire? Et ça c'est un grand enjeu, excusez-moi, pour les années à venir. Parce que dans le livre, j'ai fait des chiffres tout à fait de la Banque mondiale, qui sont tout à fait disponibles, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Dans les années 80, il y avait à l'époque
la moitié de l'humanité qui vivait avec moins de 1 dollar par jour, ce qu'on appelle le seuil de pauvreté extrême. La moitié de l'humanité. Donc c'est dans les années 80. Ensuite, il y a eu donc, la mondialisation. Alors, c'est que c'est très péjoratif aujourd'hui, hein, mais, notamment en France, mais elle était là. Donc de la croissance, transfert de technologie, transfert, voilà, vous avez créé des hôtels partout dans le monde, du tourisme, tout va bien. Et donc, en 2019, avant la pandémie, à combien est tombée la part de l'humanité qui vit sous le seuil de pauvreté extrême? 8,5%. Vous vous rendez compte, ce progrès humanitaire, pour moi, c'est quelque chose, c'est incroyable. Sauf que, si on fait de la décroissance, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu pendant la pandémie. Là, il y a eu un vrai exemple de décroissance. C'est-à-dire que le PIB mondial s'est effondré, notamment dans les pays pauvres. En quelques mois, le nombre de personnes qui vivaient donc sous le seuil de pauvreté a augmenté de 200 millions de personnes. Donc la décroissance, c'est quelque chose d'horrible. Parce qu'à l'arrière, qu'est-ce qu'on va dire aux pays pauvres? On va leur dire, écoutez les gars, nous, ça fait des siècles qu'on croit. Maintenant que vous nous rattrapez, non, vous n'avez plus le droit. Donc ce n'est pas acceptable. Ils ne pourront jamais accepter. Voilà pourquoi, là, depuis la COP 21, 22, 23, etc., 26 maintenant, chaque fois c'est des bonnes intentions, mais derrière, ce n'est pas suivi d'effet. Et puis, même pour nous, pays riches, si je fais de la décroissance, qu'est-ce qui se passe? Je détruis des emplois. Bon, là, ça ne s'est pas vu parce qu'il y a eu des aides, mais ça ne peut pas durer éternellement. Donc, je détruis des emplois, donc ça veut dire que ça fait du chômage, donc ça fait du mal-être ou du malaise social. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'est comme ça qu'on peut commencer les gilets jaunes et tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la solution, la décroissance. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un problème. Le monde finit et la croissance infinie. Alors bon, si j'ai posé la question, c'est que j'ai une solution, sinon je n'aurais pas posé la question, évidemment. Alors, c'est quoi la solution? Pour moi, il n'y en a qu'une. Il y en a peut-être d'autres, il y en a plusieurs, mais pour moi, la principale, c'est la suivante. Le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation. Et le progrès, ce n'est pas que la high-tech, ce n'est pas que le monde virtuel, non, au contraire, le progrès, c'est nos comportements également, c'est sûr. Oui. Mais si on n'innove pas, ça veut dire on va mieux utiliser le monde. Et c'est ça pour moi la vraie écologie. Ce n'est pas mettre des taxes, l'écologie. C'est de faire des hôtels propres, des constructions propres, des constructions qui consomment moins de CO2. Voilà. Là, vous avez contribué, mais vous avez créé de la croissance. Vous allez développer les services qui vont autour de ça, qui normalement ne vont pas trop manger de CO2. Vous allez faire de l'avion à hydrogène, peut-être, ou autre. Voyez? Mais ça veut dire qu'on va quand même faire de la croissance, mais mieux. C'est ça l'avenir du monde, enfin, selon moi, bien entendu. Et ceux qui l'ont bien compris, regardez, c'est la dernière ligne, encore eux, vous allez me dire, c'est nos amis chinois, qui consacrent aujourd'hui, vous voyez, à la R&D dans le PIB, vous voyez, c'était 0,3% de leur PIB en 90, maintenant c'est 2,2%. En valeur absolue, c'est la deuxième puissance mondiale en R&D dans le monde, derrière les États-Unis. C'est la première puissance dans les énergies renouvelables. Parce que ça, oui, ça c'est la bonne nouvelle. On a des révolutions technologiques devant nous exceptionnelles, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans les nanotechnologies, et ainsi de suite, dans la santé, bien sûr. Vous voyez ? Donc, là, effectivement, on a un potentiel de croissance énorme. C'est des décennies de croissance, mais plus propre. Vous voyez ? Mais ça, attention, il y a une condition sine qua non. Ça suppose ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est quoi la destruction créatrice? Ça veut dire qu'effectivement, dans toute révolution technologique, on détruit des emplois dans les anciens secteurs d'activité, mais on en crée beaucoup plus dans les nouveaux. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que la main-d'œuvre, elle passe d'un secteur à un autre. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts de formation énormes, notamment, bien sûr, dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, dans la construction également. Vous voyez, donc, voilà. Là, on finance effectivement la croissance de demain. Et donc, on a de la croissance, on a de l'emploi, on a tout. Alors, vous allez me dire, bon, et nous, la France, non, on en est où? Bon, on a 2,1, ça va, oui, mais c'est ce que dit le général de Gaulle en son temps. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Oui, vous connaissez, oui, tout le problème est là. C'est-à-dire que c'est bien beau de chercher, il faut trouver de temps en temps. Il faut de la recherche appliquée. Et là, évidemment, on a un problème. On a les meilleurs chercheurs du monde, mais qui ne vont pas forcément trouver ici ou qui vont s'expatrier, etc., aux États-Unis ou ailleurs. Donc, ça, c'est la clé de l'avenir. Donc, je ne suis pas pessimiste, parce qu'on a un moteur de croissance énorme pour demain. Mais il faut jouer ce jeu. Si on met des taxes, c'est clair que ça ne va pas arranger la situation. Si par contre on fait de l'innovation, on développe des nouveaux comportements, alors là oui, ça va dynamiser, et notamment dans le tourisme, bien entendu. Ça c'est absolument, pour moi, déterminant. Alors,
Ça, c'est pour les 10 prochaines années, mais en attendant, il y a des risques à traverser, notamment l'inflation. Alors, est-ce que c'est vrai que l'inflation revient? C'est vrai que là aussi, on me dit, oui, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'inflation. Ça me rend fou, parce que si vous voulez, bon, que les politiques fassent du déni de réalité, on a l'habitude, on sait, hein, bon. Mais que les banquiers centraux eux-mêmes, qui sont les gardiens du temple, fassent du déni de réalité, disent, non, non, il n'y a pas d'inflation. Mais ça, c'est dangereux. Alors, on va voir. Il faut voir. Ben voilà, bien sûr qu'il y a de l'inflation. Ça, c'est l'inflation américaine. Regardez, la courbe bleue, c'est global. On est à 6,2% d'inflation. Un plus haut depuis 1990. Et la différence avec 2008, à l'époque aussi, on avait un petit peu d'inflation, c'est que là, l'inflation, elle est aussi, c'est leur courbe rouge, ça veut dire hors énergie et produits alimentaires. Là aussi, un plus haut depuis les années 90, début des années 90. Donc, quand on voit ça, bien sûr qu'il y a de l'inflation. C'est inévitable. Pourquoi il y a de l'inflation? C'est très simple. On a fait cette planche à billets. Et on a créé énormément de liquidités. Donc, on a fait augmenter la demande plus que l'offre. C'est la règle de base de l'économie. La demande est supérieure à l'offre. Et comme, notamment au niveau mondial, les cycles de production des matières premières mettent du temps à s'ajuster, ben, mécaniquement, l'inflation monte. Alors, ça ne va pas durer éternellement, mais néanmoins, on a une hausse de l'inflation. Vous voyez, si on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, ce qu'on appelle les prix à la production, toujours aux États-Unis, bien là, vous voyez, on est aussi sur des plus hauts depuis, regardez bien, 1982. Ouais, c'est-à-dire, on était tout petits à l'époque. C'était la dernière grosse phase d'hyperinflation. Donc, c'est pas de la rigolade. Ouais, c'est pas un épiphénomène, c'est une vraie inflation. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut que les banques centrales réagissent. Et d'ailleurs, regardez, là, c'est aux États-Unis. Donc là, on a l'objectif de la Réserve fédérale. C'est le même dans la zone euro, c'est 2%. Donc, ils ont bien sûr baissé les taux d'intérêt. Il y avait la pandémie, c'est logique. Le problème, c'est qu'après, quand l'inflation a commencé à augmenter, ils disent non, c'est transitoire. C'était le terme à la mode. C'est transitoire, ça ne va pas durer. Eh ben, là, ça dure. Ça fait plus d'un an que ça dure. Et non, on maintient les taux d'intérêt à zéro. Donc, la Réserve fédérale américaine, ça y est, elle a annoncé la couleur, elle a dit, ça y est, je vais arrêter ma planche à billets. Déjà, elle va commencer par ça, et elle va normalement remonter les taux d'intérêt d'ici la mi-2022. Donc, bien entendu, ça dépend si le variant Omicron, là, il va nous faire quelque chose, mais là aussi, c'est clair que si on retourne dans la récession, ils ne vont pas remonter les taux. Mais néanmoins, espérons qu'on va retrouver un monde normal pour là aussi retrouver des taux d'intérêt plus logiques. Et on a exactement le même phénomène en Europe. Là, on voit la France. Alors là, c'est les chiffres d'octobre. Le chiffre de novembre vient de sortir là, il y a 10 minutes. Et donc là, ça a encore augmenté. Donc on était à 2,6, on est à 2,8 selon les normes INSEE en France. Et selon les normes Eurostat, on est à 3,4. Et un écart d'inflation, bon, c'est bizarre, mais bon. Et ça va continuer, bien sûr. Regardez les prix à la production en France. On est là ce matin à 14% de hausse. Donc ça veut dire que les prix à la consommation vont continuer d'augmenter. Pour l'instant, le problème, c'est que ça, c'est dangereux également pour les entreprises, parce que si les prix à la production, donc ce qu'on paye, augmentent plus que les prix à la consommation, c'est-à-dire on ne répercute pas sur les prix de vente, donc on a un risque sur les marges. C'est-à-dire que les marges vont effectivement baisser en 2022, donc que les investissements boursiers risquent également la bourse, la cotation des actions. Je rappelle que les actions, normalement, elles anticipent effectivement une valorisation des profits. Si les profits baissent, s'il y a moins de marge, évidemment, c'est plutôt douloureux. Donc là aussi, il faut l'intégrer, l'inflation n'est pas bon. Alors c'est encore pire en Allemagne, où là on a atteint, alors là c'est les derniers chiffres viennent de sortir également, on est monté sur les prix à la production, tenez-vous bien, à 18% de hausse. C'est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et sur l'énergie, sur l'inflation globale, on est aujourd'hui à 5,2, un plus haut depuis 92. Donc, vous savez que les Allemands ont horreur de l'inflation. Donc, on commence à dire, bon, il faut arrêter les dégâts, il faut arrêter cette planche à billets. Voilà. Donc là, on est dans cette situation où, effectivement, l'inflation va augmenter. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que l'inflation va repartir à la baisse à partir de la mi-2022. Vous voyez, je vous montre ici très rapidement. C'est très simple, en fait. Enfin, très simple. Pour faire des prévisions d'inflation, il faut juste regarder la réalité économique. C'est pour ça que depuis le début de l'année, j'ai annoncé qu'il allait y avoir une hausse de l'inflation. Là, on voit la corrélation entre les prix du pétrole, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est la croissance mondiale. Si vous vous souvenez, en 2008, beaucoup de mes confrères disaient « Oh là là, le pétrole, on était à 150 $ à l'époque, là, il va monter à 250 ». Vous vous souvenez de ça? Moi, je dis « Non, ça ne peut pas tenir 150, même 100 déjà, ça ne va pas tenir ». Effectivement, ça s'est effondré. Je n'ai pas une boule de cristal, simplement, c'est de la logique. Quand la croissance mondiale baisse, effectivement, les prix du baril suivent très rapidement. Comme ce qu'on a vu l'année dernière, la croissance mondiale s'est effondrée, le prix du baril s'est effondré. Et là, pourquoi le baril remonte, la courbe bleue? Parce qu'il y a plus de croissance. Comme en 2022, je vous l'ai dit tout à l'heure, la croissance mondiale va baisser, le baril va revenir vers son niveau d'équilibre autour des 70 $ le baril. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va effectivement limiter l'inflation.
Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas que le baril, il n'y a pas que le pétrole qui fait l'inflation. Il y a également toutes les matières premières. Là, par exemple, on a l'augmentation des cours du blé qui explose. Donc, si on prend l'indice CRB de toutes les matières premières dans le monde, vous voyez qu'on est quand même sur une hausse de 120% depuis avril 2020. Donc, ça veut dire que ça continue. Il y a quand même encore des tensions inflationnistes qui se généralisent à l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, l'inflation va rester là. Sur ce, même si elle va baisser un petit peu, il y a bien sûr les risques sur la dette publique. Alors là, évidemment, moi je suis assez, si vous voulez, stupéfait parce que ce qui se passe d'un point de vue économique, où on nous dit que la dette publique, on s'en fiche complètement. Alors, déjà, donc là, on est à quasiment 120% de dette publique par rapport au PIB. Là, c'est la France. Et souvent, on me dit, mais comment on en est arrivé là? Comment on a pu atteindre 120% du PIB? C'est très simple. La dette publique, c'est le cumul des déficits. Voilà. Et là, si vous voulez, la théorie keynésienne de relance, elle est très simple. Elle dit, quand il n'y a pas de croissance, quand il y a une récession, bien sûr qu'on doit faire des déficits. C'est évident. L'État est là pour ça. Par contre, nous, on a oublié la suite. Parce que quand la croissance revient, l'État doit se retirer, réduire ses déficits, voire obtenir un excédent public qui lui permettra de relancer la machine lors de la prochaine crise. Parce qu'il y aura toujours des crises, c'est cyclique l'économie. Sauf que nous, en France, le dernier excédent public, il remonte à quand? Vous voyez, c'est le petit truc bleu là, vous voyez? Ici, vous voyez, 1974. Ça ne nous rajeunit pas, ça c'est sûr. Depuis, que des déficits. C'est ça qui est insupportable. Donc l'année dernière, bien sûr, on a fait 9,2% de déficit. Ça, c'était la récession. Mais cette année, en 2021, vous l'avez vu, il y a 7% de croissance. Pourtant, notre déficit va être entre 8 et 9%. Prévision du gouvernement. Donc là, je ne comprends plus. Le quoi qu'il en coûte, ok, je comprenais l'année dernière, mais là, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte. Ah, peut-être pour avril 2022, je ne sais pas, mais il y a un problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, on est en train de faire une fuite en avant extrêmement dangereuse pour les années à venir, pour les générations à venir. D'autant que, si on se compare à nos amis allemands, vous voyez, eux, ils ont fait la théorie keynésienne. Vous voyez, pendant 8 ans, avant la crise, ils avaient soit un équilibre, soit un excédent public. Ce qui leur a permis, l'année dernière, ils ont fait une relance, comme nous, mais 4% de déficit seulement, alors que nous, on était à 9%. Et vous voyez, donc, et l'écart se maintient. Ce qui fait que quand vous regardez l'écart de dette publique, et ça c'est très dangereux pour l'avenir de la zone euro, vous avez effectivement en France, on est à quasiment 120% de dette publique par rapport au PIB, les Allemands sont à 70%. Vous voyez, cet écart, c'est du jamais vu. Donc là, alors avant, il y avait Angela Merkel qui faisait tout pour calmer le jeu. Maintenant qu'on a un nouveau gouvernement allemand qui va évidemment vouloir imposer les choses, notamment qu'on va avoir à la tête du ministère des Finances, donc le FDP, le patron du FDP, et donc qui lui est très, très, je dirais, on va pas dire méchant, mais très, très dangereux parce qu'il souligne qu'il faut retrouver le sérieux budgétaire. Donc, et arrêter la planche à billets. Alors là, on a un vrai problème. Parce que vous voyez, nous, les Français, l'année dernière, je ne sais pas si ça vous a peut-être échappé, mais depuis l'année dernière, nous sommes numéro 1 de la dette publique dans la zone euro. C'est nous, les Français, qui avons le plus de dette publique dans la zone euro. Avant, c'était les Italiens. Là, on est passé devant. Donc, cocorico, hein, c'est formidable. Et donc, voilà les chiffres. Vous les regarderez, on n'a pas le temps de détailler. Mais vous voyez qu'on est dans le top 6 à peu près. On est dans les 6 meilleurs pays où il y a le plus de dette publique. Mais vous voyez, si vous regardez le nombre de pays qui ont une dette publique supérieure à 120%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y en a que 6. 6 sur 27 pays de l'Union européenne. Donc quand on me dit, mais la dette publique, on n'avait pas le choix, tout le monde a fait la même chose. Ça, c'est un mensonge. Il n'y a que 6 pays qui ont une dette publique explosive. Mais il y en a 21 autres qui ont fait des efforts. Donc vis-à-vis d'eux, on a un problème. Oui. Alors, pour l'instant, ça ne se voit pas, alors, parce qu'on a quand même 52% de notre dette publique qui est détenue par des non-résidents, donc des étrangers. Parce que souvent, on me compare au Japon. On me dit, le Japon, on s'en fiche, ils ont 240% de dette publique. Oui, mais le Japon, ça n'a rien à voir. 99% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Donc ça reste entre eux. Nous, c'est quand même la moitié, plus de la moitié de notre dette qui est détenue par des étrangers. Alors, sachez que cette part, d'ailleurs, se réduit. Ben oui, pourquoi? Parce qu'eux, ils n'en veulent plus maintenant. Par contre, c'est la BCE qui achète, donc la Banque de France. Donc c'est ce qui fait que c'est un petit peu voilé, froissé. Et donc, on a ce paradoxe incroyable où donc plus la dette publique augmente, c'est la courbe rouge, plus les taux d'intérêt baissent. C'est formidable, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc là, c'est vrai que, pour moi, si vous voulez, économiste, moi, ça fait des années que je vois les dirigeants politiques, bon, j'en ai un peu marre, parce que ça ne sert à rien, mais les dirigeants du pays, je leur disais à chaque fois, faites attention, les gars, parce que si vous augmenterez tôt la dette publique, ça va augmenter les taux d'intérêt, donc ça va casser la croissance, donc on sera mal. Et là, ah ouais, vous avez raison, on va faire attention. Sauf que maintenant, ils me disent, attendez, votre dette publique, on n'a rien à fiche. Parce que plus elle augmente, plus le taux d'intérêt baisse.
ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. Ça veut dire en fait, comme j'ai une protection, ben, finalement je m'en fiche. J'ai pas de sanction, donc j'y vais. Ah, c'est la blague de Coluche. Hein. Tant que je gagne, je joue. Ah, ben, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, plus personne ne dit qu'il faut arrêter de faire flamber la dette publique, puisque les taux d'intérêt sont bas. Oui, sauf qu'ils sont artificiellement bas. Le jour où on va retirer la perfusion de la Banque centrale européenne, ils vont augmenter. Et un exemple incroyable, parce que là, c'est le cas grec. J'aime beaucoup nos amis grecs, évidemment. Hein. Mais c'est vrai, ça va. Je regarde, bien sûr. Et bon. Non, mais tu me connais, hein, je suis obligé de dire la vérité. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je vais souvent en Grèce pour le tourisme et pour enfin, maintenant, il y en a de moins en moins, mais à l'époque, il y avait pas mal de conférences pour les banques grecques. Et c'est vrai que, rappelez-vous, pendant la crise grecque, vous vous souvenez, donc le taux d'intérêt, enfin, la dette grecque est montée à l'époque à un peu plus de 170% du PIB. Ça fait peur à tout le monde. On croit que c'était la fin de la zone euro. Donc, effectivement, les marchés ont sanctionné. Et regardez à combien le taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque est monté. Regardez bien, 35%. Donc, non, c'était ingérable. Donc là, c'est là qu'on a dit aux Grecs, bon, vous inquiétez pas, on prend tout ça en charge, etc. Donc la dette grecque est montée, sauf que, évidemment, depuis, ça a bien remonté. Donc là, on est à 210% de dette publique par rapport au PIB. Donc bien plus que pendant la crise grecque. Sauf que les taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque, ils sont à combien? Regardez. Voilà, ils sont tombés à 0,7. Là, ça remonte un peu, on est à 1,2. Ils sont à 0,7. Donc, on a perdu le sens des valeurs. Ça n'a plus de sens. Je veux dire, c'est pire que les subprimes. Parce que les subprimes, c'est vrai que c'était dangereux, mais au moins j'avais un rendement élevé. Vous voyez, crypto-monnaie, c'est dangereux, mais j'ai un rendement élevé. Enfin, ça dépend de ce qu'on achète, mais bon. Mais là, non seulement c'est dangereux, et en plus, j'ai pas de rendement. Mais on a perdu la tête. Donc, ça renforce, pour vous, investisseurs, l'importance de ne pas investir dans les dettes publiques. Il faut mieux investir dans l'activité économique, même si elle est risquée, certes, ou dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, dans la bourse, ou dans votre propre entreprise, au moins vous savez où va l'argent. Oui. Que là, si à l'arrière on avait une dette publique formidable et qui générait 5% de croissance structurelle, on dirait c'est pas grave, mais on en est loin. Donc ça, c'est un vrai danger. Et ce danger, il est simplement lié au fait qu'on a cette planche à billets. Alors je vous ai mis simplement un graphique pour rappeler ce que c'est la planche à billets. Là, c'est le bilan d'une banque centrale. C'est quoi la planche à billets? C'est très simple. Donc normalement, pour créer la monnaie, on doit avoir, donc c'est au passif d'une banque centrale, on doit avoir ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. L'or, les devises, les titres, voilà, les obligations d'État. La planche à billets, c'est quoi? C'est que je n'ai pas de contrepartie, mais ce n'est pas grave. Je crée quand même de la monnaie, et avec cette monnaie créée donc ex nihilo artificiellement, donc, j'investis directement dans des titres publics. Donc j'achète directement la dette publique. Donc la dette publique, comme elle est achetée automatiquement, le taux d'intérêt baisse. Voilà. C'est ça la planche à billets. Et regardez le montant que nous avons fait en Europe, dans la zone euro. Montant incroyable. Vous voyez que ça, c'est le montant du bilan de la Banque centrale européenne. Vous voyez qu'encore jusqu'en 2015, on avait 2000 milliards d'euros d'actifs, donc de bilan de la BCE. Là, on est à, c'est les derniers chiffres, hein, 8404 milliards. Même, je crois que la semaine dernière, on est à 8444 milliards depuis les chiffres. 8444 milliards. Vous voyez, donc, alors vous allez me dire, bon, c'est pas grave, c'est la BCE. Oui, d'accord, mais ça va où dans le circuit économique? Ça crée effectivement de l'inflation. Et surtout, est-ce que ça crée une croissance forte et durable? Pas forcément. C'est des effets à un coût. Des coups d'épée à un coût. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc cette fuite en avant est dangereuse. Donc il va falloir l'arrêter. Et il s'est produit quelque chose il y a 3 semaines où le président de la Bundesbank, fait unique dans l'histoire, a démissionné. Donc ça, c'est quand même un pavé dans la mare énorme. Il a dit, moi je ne suis plus d'accord avec la politique de la Banque centrale européenne. C'est énorme. Ça ne s'est pas vu, hein, mais ça s'est produit. Et donc pourquoi? Parce que Mme Lagarde, qui est très gentille, que j'aime beaucoup, hein, dit non, mais je maintiens la planche à billets au moins jusqu'en avril 2022. Je ne sais pas pourquoi avril 2022, mais bon, on imagine. Parce qu'imaginez, les taux d'intérêt augmentent avant avril 2022. Imaginez déjà la campagne, on ne sait pas comment elle va se passer, alors là, comprenez le truc. Donc, voilà. Bon, mais après, ça va s'arrêter. Donc après, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc pour vous, investisseurs, déjà, c'est un conseil, n'achetez pas de dette publique. Mais surtout, si vous avez des investissements à faire, c'est le moment. Parce que les taux d'intérêt bas ne le resteront pas éternellement. Ils vont forcément finir par remonter. Alors pour terminer, on a quelques notes positives quand même. Bon, rapidement sur la France. Comment sauver la France? Parce que c'est bien beau dire que ça va mal, mais il faut dire comment on la sauve. Alors voilà, déjà, on a un pays formidable, bon, j'y reviens pas.
vous verrez tout ça dans le détail, l'espérance de vie qui augmente, parce que je vois le temps qui avance. Nous sommes numéro 1 mondiaux des dépenses sociales. Ça aussi, je veux dire, quand on me dit que la France est un pays ultralibéral, il faudrait peut-être déconner, excusez-moi l'expression. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en France. 32% de dépenses sociales par rapport au PIB. Et encore là, c'était avant la pandémie. Là, maintenant, on est à 36. La moyenne de la zone euro, c'est 20. Vous voyez. Et donc, grâce à ça, on passe d'un taux de pauvreté de 22% à 14%. Donc, c'est formidable. La question de savoir, c'est combien de temps ça peut durer. Bien sûr, le problème, c'est là, c'est qu'on a cette croissance structurelle, vous voyez, qui ne cesse de baisser. Depuis les années 80, aujourd'hui, on est à 0,9. Et surtout, regardez, en termes de PIB par habitant, donc la richesse par habitant, au niveau mondial, la France était 12e en 90, on est aujourd'hui 25e. Donc, il y a eu un déclassement, il faut être honnête. Donc, comment on le résorbe? Alors, évidemment, ce qui n'a pas arrangé, c'est qu'on a fait une erreur stratégique en France dans les années 80-90. On nous a dit qu'on allait pouvoir avoir une économie sans usine. Voilà. Et ça, c'est une erreur stratégique énorme. Parce qu'une industrie de pointe, comme ont les Allemands, par exemple, ou d'autres, c'est dynamique. Le secteur de la construction, une entreprise, un pays sans usine. Erreur stratégique énorme qu'on paye encore aujourd'hui. Et une des conséquences de ça, c'est qu'on a un déficit structurel extérieur énorme. Vous voyez là, c'est tous les ans, vous voyez, des déficits extérieurs. Cette année, on va faire 70 milliards d'euros d'excédent, de déficit. Si on regarde le même graphique en Allemagne, vous voyez, c'est comment? C'est rouge ou c'est vert? Ah oui, c'est vert. Voilà, c'est le même graphique en Allemagne. Ils n'ont que des excédents cette année, 215 milliards. Alors, si on prend le tourisme, justement, parce que là, ça va ramener un peu plus, et on exporte grâce au tourisme, entre guillemets. Parce que quand les touristes viennent, c'est considéré comme une exportation. Eh bien oui, mais là aussi, on a un problème. Si vous regardez les biens et services, donc en Allemagne, c'est 1600 milliards d'euros. Nous, c'est 700 milliards. Regardez l'écart. Alors que dans les années 90, on était proche. Vous voyez le grand écart. Voilà, donc, ce n'est pas un problème de nos entreprises, c'est un problème de l'économie française qui n'a pas été modernisée. Depuis des décennies, on refuse de réformer, de moderniser l'économie française. Et donc, vous voyez que, alors on prend l'Allemagne, mais si vous prenez l'Italie, par exemple, bah, eux aussi, ils ont un excédent extérieur de 60 milliards d'euros. Donc, on a un problème français. Vous voyez, nous, on est avec, on est sur des déficits historiques, énormes, les plus élevés d'Europe. Vous voyez. Et, en plus de cela, évidemment, en termes de dépenses publiques, nous sommes là aussi numéro 1 du monde. Si je prends les dépenses publiques par rapport au PIB, là, cette année, enfin en 2021, même 2020 déjà, on a atteint un record, on a dépassé les 60% du PIB. Encore une fois, quand on me dit que la France est un pays ultralibéral, avec 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, il faut être sérieux. Oui. Et donc, ce qu'on doit voir, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont sous les 50. Oui. Et nous, non, nous, on n'y arrive pas. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques. En fait, pour être exact, on est numéro 6. Parce qu'il y a 5 pays qui font plus que nous. Et ce n'est pas n'importe qui. Hein. Vous avez les îles Tuvalu, les îles Kiribati. Non, c'est officiel, hein, c'est le chiffre du FMI. Hein. Le sultanat du Brunei, c'est normal, le bonheur. Les îles Salomon et la Libye. Bon, la Libye, je ne sais pas comment ils font les chiffres, mais bon, admettons, on va les croire. Et nous, on est juste après. Et donc, c'est un club très select. C'est-à-dire, on ne rentre pas comme ça. Donc voilà. Si à l'arrière, on avait une croissance forte, on pourrait dire au diable l'avarice, mais ce n'est pas le cas. Et donc, pour financer tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est aussi numéro 1 des impôts. Là, c'est la pression fiscale, c'est la courbe rouge par rapport au PIB. Prélèvements obligatoires, taxes et impôts, 49% du PIB. Et pendant la même période, plus les impôts augmentent, plus la croissance structurelle, la courbe bleue, baisse. Il n'y a pas de secret. Donc, si vous le savez, la France, parce qu'on a également du chômage qui est là, bon là, on a le taux de chômage qui est à 8,1%. Si on regarde le taux de chômage, tout secteur, parce que là, c'est que ce qu'on appelle la catégorie A, tout chômeur confondu, on a 18% de taux de chômage en France. C'est pour ça que le paradoxe, c'est qu'on a des pénuries de main-d'œuvre, on a malgré tout un taux de chômage global de 18%. Ça pose un problème, notamment le chômage des jeunes. C'est la catégorie A, on est à 19% de taux de chômage. Ça, c'est un vrai problème. Notamment dans le secteur du tourisme, où on manque de main-d'œuvre, même quand ça va mal, on manque quand même de main-d'œuvre. Là, ça montre bien qu'on a un problème d'adéquation entre ce que veulent les entreprises et ce qu'offrent effectivement les formations et l'éducation nationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la France? Voilà. Rapidement, réduire les impôts pour tous, bien sûr, pour les ménages, les entreprises, évidemment, réduire les dépenses publiques, mais de fonctionnement, pas les dépenses sociales, bien sûr, réduire le coût du travail, innover et
dernier point, bien sûr, développer la culture économique des Français. Je pense que pourquoi tout ça, ça n'y arrive pas? Parce qu'on a une culture économique en France extrêmement faible, une culture de lutte des classes, qui est bien entendu extrêmement dangereuse. Donc, s'il y a des questions, j'y reviendrai, mais je vais être pile dans les temps, parce que là, je dépasse déjà d'une minute. Juste pour conclure, quelle piste stratégique pour nous, entreprises et investisseurs? Déjà, les entreprises. Moi, je ne suis pas du tout inquiet par cette crise, parce qu'on est habitué, on est aguerri face aux crises. Il faut juste qu'on nous laisse vivre. Parce que si effectivement on bloque le pays, ça c'est embêtant. Donc, il faut constamment développer des stratégies anti-crise. C'est valable pour une entreprise, c'est valable pour, je dirais, un secteur d'activité, pour des investisseurs. Donc, ce que j'appelle stratégie d'abord de niche, sur des produits, des services, qu'on est les seuls à faire, et pour lequel on a un savoir-faire. Donc, deuxième stratégie, ce savoir-faire, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches. Des événements comme ça, d'ailleurs, participent à ça, c'est extrêmement important. Troisième stratégie, je l'évoquais tout à l'heure, l'innovation, bien entendu. Et quand on innove, on doit également former nos salariés et ce qui va autour. Aujourd'hui, je vois j'ai pas mal de clients entreprises, de grosses entreprises françaises, qui développent leurs propres écoles en interne pour former leurs salariés. Et donc là, vous les avez sous la main. Donc ça, c'est clair que c'est une clé de croissance exceptionnelle. Et puis quatrième stratégie, un développement à l'international, parce qu'on aura une croissance mondiale plus forte évidemment qu'en France. Donc là aussi, on doit avoir cette dynamique mondiale, comme vous l'avez déjà certainement. Bien sûr, deux qualités importantes, la transparence, l'excellence du service à la clientèle. Moi, c'est ça qui me choque aujourd'hui, c'est le manque de sérieux. La mauvaise qualité du service, c'est assez incroyable. Donc là, il faut tout miser sur ça, je pense. Et là, vous allez faire la différence. Aujourd'hui, quand vous êtes juste normal, vous paraissez d'une qualité exceptionnelle. Parce qu'il n'y a plus, justement, de qualité à ce point de vue-là. Ça, c'est pour, effectivement, les entreprises. Pour les investisseurs, vous l'avez compris, bon, Bitcoin, crypto-monnaie, j'arrête de dire qu'il ne faut pas y aller, parce qu'en fait, tout le monde veut y aller. Allez-y, mais c'est dangereux. D'accord ? Voilà, il faut savoir que ça sera les montagnes russes et que je ne pourrai pas vous aider parce que je ne peux pas faire de prévision dessus, il n'y a pas de fondamentaux économiques. Vous savez que le jour où, effectivement, ça sera réglementé, alors là, ça ira très mal. Mais il n'y a pas d'assurance des dépôts, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que si vous perdez, vous pouvez tout perdre. Voilà. Mais si vous avez envie de vous amuser, vous aimez les montagnes russes, vous aimez tout ça, allez-y. Mais je ne peux pas vous conseiller, effectivement, de le faire proprement dit. On l'a compris sur les marchés boursiers, voilà, ça va rester très volatile en fonction des variants, etc. Mais c'est clair que l'année prochaine, en 2022, il y a un ralentissement. Donc il y aura moins de profits. Donc la bourse aujourd'hui, elle est au top. À 7 000 et sur le CAC 40, on est à 20 000 sur le CAC 40 GR, ça veut dire avec les indices, les profits réintégrés, on est très cher. Donc ça veut dire que là aussi, il faut prendre régulièrement ses bénéfices. Vous l'avez compris, délaisser bien sûr les dettes publiques. On peut revenir sur les obligations indexées sur l'inflation, c'est-à-dire que ça suit effectivement le cours de l'inflation. Bien sûr, l'immobilier reste un placement, je dirais, de long terme, comme pour les marchés actions, ça reste les meilleurs placements sur le long terme, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, bien entendu. Donc pour moi, ça ne pose pas de question. Sur le moyen terme, ça sera rentable, bien entendu. Même si, effectivement, aujourd'hui, il faut quand même essayer d'avoir les bonnes affaires, parce qu'il y a des prix qui sont trop élevés dans certaines villes ou certains quartiers, notamment à Paris ou en France, et ça peut baisser un petit peu à court terme, de 10% pour remonter ensuite, mais à court terme, il y a quand même une prudence à avoir, mais sur le long terme, aucune inquiétude. Avoir un peu de matières premières et effectivement de métaux précieux, une poire pour la soif. Jamais en mettre trop, jamais plus que 10% dans son portefeuille, parce que sinon c'est excessif, mais on ne sait jamais, un peu de matières premières et de matières précieuses, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, si on fait tout ça, effectivement, on sera tous et toutes des gagnants de la crise. Et à partir de là, effectivement, la croissance reviendra. Et puis bien entendu, vous savez, le problème, la croissance n'est pas une fin en soi. Je le dis toujours, parce qu'aujourd'hui, on me dit, moi, écoutez, le PIB, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le BIB. C'est le BIB, c'est le bonheur intérieur brut. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, on est heureux. Il faut être honnête, nous sommes heureux. Donc profitons-en, c'est une chose, mais le bonheur ne tombe pas du ciel, il faut un peu de revenus avant. Donc c'est ça le but. Si j'ai plus de PIB et plus de croissance, j'ai plus de revenus, j'ai plus d'emplois aussi, parce qu'il n'y a pas d'emploi sans croissance. Si j'ai plus d'emplois, j'ai plus donc de revenus, de consommation, d'investissement, de business pour nous aussi. Et si donc j'ai plus de business, d'investissement, de consommation, de revenus, d'emplois, j'ai donc tout simplement plus de réalisation économique, et justement, parce que c'est le mot à la mode, j'ai donc tout simplement plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. C'était inspirant. Moins Cassandre que ce que j'aurais imaginé, mais bon, ça va, donc très bien. Donc n'investissez pas ailleurs que dans vos business, si je retiens un peu.
peu. C'est effectivement un business qu'on connaît. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Si la première question est un peu dure, passer à la deuxième, ça ira plus dire, ça va plus vite. Voilà, monsieur. Adrien, une question. Bonjour. J'ai une question à vous poser sur la dette. Vous êtes assez alarmiste sur l'augmentation de l'endettement de certains pays, mais la capacité à s'endetter dépend aussi de la capacité à rembourser. Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que ce n'est pas bon signe, d'une certaine manière, que la France soit capable de plus s'endetter que d'autres pays? Tout à fait. Alors ça c'est déterminant, effectivement, parce que bon, le temps a été réduit, mais c'est très important, ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Effectivement, s'endetter, potentiellement, ce n'est pas dangereux. On peut monter à 120, à 150, à 200, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la dette soit soutenable. Ça veut dire quoi, la soutenabilité? C'est très simple. Ça veut dire simplement qu'on s'endette tous, entreprises, ménages, etc., investisseurs. Mais il faut que cette dette génère suffisamment de croissance, de revenus, d'activité, au moins pour rembourser les échéances de la dette. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est soutenable. Donc vous pouvez, de ce point de vue-là, continuer de vous endetter. Tout le problème, c'est que nous, les Français, si je prends le cas de la France, mais il n'y a pas que nous, mais notamment nous, les Français, malgré la baisse des taux d'intérêt, chaque année, ça me coûte à peu près juste les intérêts de la dette. Alors ça dépend quand les taux sont bas, mais entre 35 et 40 milliards d'euros. Et donc, même si je prends 100% d'impôts sur ma hausse du PIB, je n'ai pas 40 milliards d'euros. Donc ça veut dire que ma dette n'est pas soutenable. Mais ça veut dire que juste pour rembourser les intérêts de la dette, je dois encore m'endetter. Certes, moins aujourd'hui parce que les taux d'intérêt sont bas qu'il y a 10 ans, mais c'est toujours le cas. Donc tout l'enjeu est là. Si j'ai une dette qui explose, mais que ma croissance est à 2,5% par an, par exemple, ça passe. Si j'ai une croissance structurelle de 1%, ça ne passe pas. Donc, pour l'instant, quels ont été les subterfuges? Il y en a eu deux. Un, on a augmenté les impôts. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai danger. Je ne vais pas vous faire peur, parce que bon, c'est bientôt la fin d'année, mais début 2021, il y a un rapport du FMI qui est sorti, tout à fait officiel, public, qui a dit, voilà, pour financer cette dette, pour les États donc surendettés, dont dans toute une série de pays, dont la France, bien sûr, le seul moyen sera, je le dis ou pas? Oui, bon, je vais le dire, d'augmenter les impôts sur l'épargne et le patrimoine. Donc nous, on a compris, nous les Français, on est numéro 1 mondiaux des impôts, donc on ne va pas augmenter encore. Sur quoi va-t-on augmenter? Donc qu'est-ce qui reste? L'épargne et le patrimoine. Et là, si vous entendez régulièrement, vous dites, oui, mais enfin, les Français sont très riches. On a, si on prend toute l'épargne au sens large, on est à 15 000 milliards. Voyons. Si on prend, allez, rendez-vous compte, si on prend 1% ou 10% dessus, ces idées circulent. Donc le problème de ça, c'est que alors là, c'est un fusil à un coup. Vous pouvez le faire qu'une fois. Après, vous perdez en crédibilité. Donc c'est ça qui est très dangereux. C'est qu'effectivement, on arrive à une situation où malheureusement, on a ponctionné sur les impôts. Alors pour l'instant, ça ne s'est pas vu parce que c'était donc le deuxième moyen, la Banque centrale européenne a financé, a acheté cette dette. C'est ça qui l'a rendue soutenable, si vous voulez. Demain, la BCE enlève la perfusion. Là, c'est plus du tout la même situation. Donc tous les intérêts vont augmenter, donc ça devient de plus en plus cher et de moins en moins soutenable. Donc c'est ça pour moi le danger, si vous voulez. Pendant la pandémie, la première vague, si vous voulez, on ne savait pas ce qui se passait, on a confiné complètement, est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Je ne sais pas, on ne va pas épiloguer, on l'a fait. Là je comprends que la dette publique a augmenté. Maintenant, je ne comprends plus. Et donc là, maintenant, il faut faire attention. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette fuite en avant, on se dit, il n'y a pas de sanctions, donc finalement, on continue. Donc tout l'enjeu est là, c'est presque philosophique. C'est quoi l'échelle des valeurs? Parce que plus je m'endette, plus mes taux d'intérêt baissent. Donc à ce moment-là, il faut continuer de lâcher. Vous voyez? Donc c'est ça qui est dangereux. C'est qu'il y a on va dire, une dimension pédagogique, presque. Donc c'est ce qui fait que, oui, on peut encore s'endetter, mais dès que la BCE va arrêter effectivement cette perfusion, là, ça va être beaucoup plus difficile. Et puis, par exemple, aux États-Unis, ce sont les États-Unis. Donc dans 25 ans, dans 30 ans, ils seront encore là, enfin, j'imagine. Nous, on est la zone euro. On n'est pas les États-Unis d'Europe. Donc c'est-à-dire que la zone euro peut exploser ou imploser, on ne sait pas trop. C'est un danger qui nous menace. Et quand je vois le discours des Allemands aujourd'hui, j'aime beaucoup les Allemands, mais le discours a changé. Il n'y a plus Merkel pour sauver
pour sauver le système. Donc là, à mon avis, ça peut être dangereux, effectivement, en 2022, d'où le risque de hausse des taux d'intérêt. Voilà. Dernière question rapide, avec réponse rapide. Oui. Allez-y. Non. Non, pas de questions. questions. En tout cas, si vous voulez qu'on allume le gaz et qu'on mette la Traviata, vous nous faites signe. En tout cas, bon, c'était un plaisir d'être là avec vous. Et donc, je reste avec vous pour vous dédicacer effectivement le livre, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Ça sera avec grand plaisir. Et donc, encore une fois, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire regarder vers l'avenir, continuer d'innover, continuer d'investir. Faut pas être pessimiste, il faut être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Et à ce moment-là, on est sûr que nous serons des gagnants de cette crise et des crises à venir. Encore une fois, c'est tout ce que je vous souhaite pour la fin d'année, pour les années à venir. Merci encore. Merci Marc.